Alors maintenant, on va commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet avec nos trois grands panels. On a trois grands panels ce soir et j'inviterai maintenant pour ce premier panel à venir nous rejoindre sur scène Philippe A. Tanguy, Nicolas Saunier et Hubert Verreau. Veuillez les accueillir. Alors, on a un délinquant et deux personnes qui ont respecté... Comment tu appelles ça déjà, les chemins de désir? Hein, oui, c'est ça, les lignes de désir. Ouais, les chemins de désir. Bienvenue, on est très content de vous avoir avec nous sur scène. On va vous demander vos réactions avant d'aller plus loin avec une première question. On veut savoir un peu qui est là, et rassurez-vous, on a anonymisé les réponses. On ne gardera pas votre télécommande pour savoir qui a répondu quoi. Alors, possédez-vous un véhicule? Oui, j'en possède un, j'ai accès à un véhicule à essence. Oui, j'en possède un et j'ai aussi accès à un véhicule hybride ou électrique. Non, j'utilise l'autopartage. Ou encore, je ne possède pas de véhicule et je n'utilise pas l'autopartage. On ouvre le vote, on veut que vous répondiez. On peut fermer le vote. Oui, on peut fermer. On est à... On ferme le vote et on regarde les résultats. Donc, véhicule à essence, 54 %. On a 4 % qui ont accès à un véhicule hybride. Et on a quand même 31 % de gens qui n'utilisent pas de véhicule et qui n'utilisent pas l'autopartage. Ça, Catherine, c'est un gros chiffre, ça. Oui, c'est un très gros chiffre. Et là, je commence à avoir des doutes sur la composition de la salle. Donc, il n'y a pas de tirage aléatoire. On ne pourra pas faire d'inférences statistiques ce soir. Bon. Voilà. D'autres auraient parlé de gratteux de guitare, mais je leur laisse. On va commencer donc avec Philippe Tanguy. Vous êtes directeur général de Polytechnique Montréal. Vous êtes aussi professeur titulaire. Et j'aimerais qu'on va commencer en parlant des nuances qui existent entre les types de véhicules. Donc, l'électrification des véhicules, batterie ou hydrogène, on ne parle pas du même type de moteur, là. Oui et non. En fait, dans les deux cas, on parle d'électrification, clairement. En fait, vos résultats montrent, je pense que l'électrification des transports en ville est inéluctable. C'est une question de temps, mais je pense qu'on a tous envie de respirer dans nos villes. Et clairement, avec les véhicules à essence, on respire de moins en moins bien. On ne parlera pas du diesel entre nous. Donc, clairement, il y a une électrification. Elle est partielle ou complète. Donc, les hybrides branchables, bien sûr. Et ensuite, vous avez deux technologies qui sont toutes les deux électriques, qui utilisent toutes les deux des moteurs électriques. Il y en a un qui est à batterie, et c'est celui auquel on pense le plus souvent, et l'autre qui est une pile à combustible, c'est-à-dire qui est finalement basée sur l'utilisation d'un gaz, en général l'hydrogène, cet hydrogène qui va être finalement converti à travers la pile à combustible en électricité qui va alimenter la batterie. Donc on parle bien de la même chose d'une certaine manière, sauf que c'est la génération du courant électrique qui est différente. Dans un cas, vous avez chargé votre batterie à la prise. Dans l'autre cas, vous êtes allé à la pompe et vous avez fait le plein d'hydrogène. Et la nuance entre les deux, elle n'est pas banale. C'est-à-dire que si vous chargez votre véhicule électrique, vous le savez si vous en avez un ou si vous en avez vu, au minimum, vous aurez besoin de 30 minutes, et pour le moment pas pour la charger complètement. Et si vous le faites à la maison, vous allez en avoir pour 10 heures. Mais probablement que c'est parfaitement acceptable dans un contexte urbain. Voilà, il faut se le dire. Ouais. Dans le véhicule hydrogène, c'est complètement différent. Vous allez à la pompe. Écoutez, par expérience, en Allemagne, 5 minutes. Allez, on va dire 10 minutes au maximum, parce qu'il faut aussi aller payer. Voilà. Donc voilà. Et il faut aussi que vous compreniez que à la pompe, vous êtes dans un schéma classique de l'automobiliste qui va à la pompe et qui a l'habitude d'y aller, alors que dans l'autre cas, vous allez devoir vous arrêter pendant quelques dizaines de minutes pour recharger. Donc c'est complètement différent en termes de comportement. Voilà. Je vais demander de parler plus proche de votre micro, parce que on a des gens probablement l'écoutent sur les réseaux qui vont moins bien vous comprendre. Donc, si vous voulez, ce ne sont pas des technologies qui s'opposent. J'ai une diapositive que je voudrais vous montrer, qui est tout à fait intéressante. Voilà, la voilà. Donc cette diapositive, elle a été créée par un consortium de fabricants automobiles. Donc vous avez quelques grands du domaine, Toyota, vous avez Daimler, l'autre c'est Hyundai, le coréen. Et en fait, ces gens-là se sont retrouvés autour d'une table, ils se sont dit, voilà, nous on offre
tous des batteries. Et la question qui leur est posée, c'est est-ce qu'il y a une place pour l'hydrogène? Et la réponse est la suivante. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc, 1, du nombre de kilomètres que vous parcourez, et 2, de la masse que vous transportez. Si vous avez besoin de faire plus que, allez, on va dire 300 km avec votre véhicule, probablement que la batterie n'est pas une solution. À moins de s'offrir une Tesla, mais il n'y a pas grand monde dans la salle qui probablement peut s'offrir une Tesla. On est d'accord. Deuxième, et sur l'échelle en ordonnée, en fait, c'est la masse. C'est-à-dire que si vous transportez une charge lourde, l'électrification par batterie n'est pas adaptée. Donc en fait, en bas à gauche, vous avez typiquement le véhicule urbain. Le véhicule urbain, c'est un véhicule à batterie. Voilà. Ensuite, vous avez des véhicules qui roulent dans une journée plus que l'aller-retour au travail. Le taxi, l'autobus, le camion de livraison. Lui, probablement que l'hydrogène se justifie, ou en tout cas, l'hydrogène peut commencer à jouer un rôle important. Si maintenant vous vous adressez aux professionnels du transport, donc les camionneurs, les flottes importantes, les autobus urbains en grande quantité et les autobus interurbains, là vous êtes dans le domaine de l'hydrogène. Et enfin, si vous avez des charges très lourdes à transporter sur de très longues distances, ben c'est ni la batterie ni l'hydrogène. Et donc là vous vous retrouvez soit avec le bon vieux carburant classique, soit beaucoup plus avec sa version moderne, qui est le carburant de synthèse, qui est en fait le même, si ce n'est qu'on a pris le carbone et on l'a recyclé, et on a pris de l'hydrogène vert et on a reconstitué la molécule d'hydrocarbures, donc l'essence, mais de manière synthétique en recyclant des choses qui existaient. Voilà. Vous avez l'ensemble de la typologie. Là où se trouve le champ de bataille, c'est sur les 300 km. 300 km 2 tonnes. Vous voyez, le genre de véhicule que finalement on achète. Là, on ne sait pas qui va gagner. On ne sait pas du tout. Et en fait, c'est les constructeurs qui vont nous le dire, avec leur marketing, avec leur développement technologique. Mais tout ça pour vous dire qu'à la fin, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. J'aimerais vous entendre notamment sur la question des sondages, selon le baromètre, notamment Cyrano. Il y a 86 % des Québécois qui sont pour plus de véhicules électriques, alors qu'il y a 54 % qui sont pour plus de véhicules à hydrogène. Il y a quand même une confusion là, dans les termes là, qui expliquent ces chiffres-là, non? Tout à fait. C'est une confusion totale au Québec. Vous n'en faites pas, c'est une confusion totale dans le monde. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, notre société distincte, ça. Oui, c'est pareil dans le monde. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que dans le grand public, on ne réalise pas que l'hydrogène, c'est un véhicule électrique. Parce que, n'oubliez pas que historiquement, et on parle il y a une quinzaine d'années, il y a eu des tentatives d'utilisation de l'hydrogène dans les moteurs à essence, un moteur à combustion, pas à essence. Voilà. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour des raisons de tenue de matériaux. Donc finalement, je pense qu'une partie du public est restée avec cette idée-là. Mais dans les versions modernes, il n'est plus du tout question de ça. Il est question de pure électrification. Est-ce qu'on a une place pour l'économie de l'hydrogène au Québec? C'est une question difficile. J'ai envie de vous dire qu'on a les ingrédients. On a les ingrédients parce que d'abord, on a beaucoup d'électricité verte et on a de plus en plus des excédents d'électricité. Oui. Voilà. Donc il va bien falloir qu'on fasse quelque chose. Et donc une façon de les valoriser, c'est effectivement faire de l'hydrogène. Et la question après, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'hydrogène? Alors oui, on peut dire on les met dans la mobilité. Enfin, quand vous regardez, si vous sortez tout à l'heure dans la rue, si vous cherchez les véhicules hydrogène, vous n'allez pas en trouver. Parce qu'il n'y en a pas. Et vous en faites pas, il n'y a pas qu'au Québec, il n'y en a pas. Globalement, il n'y en a pas. Il y en a très peu. C'est des marchés vraiment... vraiment qui naissent. Mais c'est l'œuf ou la poule. Ça prend des stations, ça prend... Je veux dire, à un moment donné, il faut que quelqu'un lance le Oui, c'est l'œuf et la poule, et je pense que c'est bien connu que c'est l'œuf et la poule. Donc les pays qui ont décidé de miser là-dessus, c'est une forme de pari. Il y en a 3. Il y a le Japon, qui a décidé que simultanément, on développait le réseau de stations, on développait la construction de véhicules et on développait les incitatifs pour les acheter. L'Allemagne a fait la même chose. Alors, le Japon, il l'a fait sur le corridor Tokyo-Osaka. C'est très facile, c'est linéaire. L'Allemagne l'a fait différemment. L'Allemagne dit, je vais mailler mon territoire avec des stations hydrogène parce que je vais être capable d'aller de Berlin à Munich ou de Hambourg à Düsseldorf sans avoir à faire le plein ou pire, sans tomber en panne. Voilà. Donc, on maille un territoire, mais il faut être très brave parce qu'on maille un territoire, mais il n'y a pas de véhicule.
Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on assoit autour de la table les constructeurs automobiles, les sociétés qui vendent donc des carburants et le gouvernement fédéral, et on se dit, voilà, on fait un grand projet national, et on va mailler le territoire, et on va espérer qu'effectivement, la demande du public se développe. Dernière question avant qu'on passe à Nicolas Saunier. Est-ce que cette énergie-là, est-ce que ce modèle-là peut être vert? Et à quelles conditions est-ce qu'on pourrait dire qu'il peut être vert? Alors, si votre électricité est verte, c'est pas mal. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez ce que vous avez à la prise de courant ou ce qui alimente votre rétroviseur est vert, a priori, vous partez avec une bonne base. Certes, quand on fait le cycle d'analyse de vie du véhicule, on regarde quand même ce qu'il y a dedans. Dans une batterie, vous avez du lithium, vous avez des terres rares. On peut probablement discuter du caractère vert de ces choses-là. Oui, on va y revenir d'ailleurs. Si on regarde une pile à combustible, vous avez du platine, on peut appliquer le même raisonnement. D'accord? Il n'empêche que, et j'ai des chiffres là-dessus, si vous avez votre électricité est purement verte, comme au Québec, votre véhicule à batterie, c'est 65 à 75 grammes au kilomètre de CO2. Donc vous êtes au tiers d'un véhicule à essence. Pas mal. Dans le cas du véhicule pile à combustible, c'est la même chose, à 5 grammes près. Donc à égalité. Au tiers. Voilà, au tiers. Alors que je regardais d'ailleurs les statistiques disponibles, en Amérique du Nord, typiquement, un véhicule à combustion interne, c'est 200 grammes au kilomètre. Il ne faut pas qu'il soit trop gros, parce que si c'est un gros SUV, c'est pas mal au-dessus de ça. Donc oui, c'est globalement, c'est vert. Bon, c'est quand même des bonnes nouvelles, mais on y reviendra tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Oui, effectivement, on a un cassé de party pour la fin de la soirée. Oui, quelques remarques là-dessus, Catherine? Non, je pense j'aimerais bien entendre la suite avec, Parfait. je pense, c'est bien. question. On va laisser la place donc à Nicolas Saunier. Juste avant Nicolas, on va prendre vos réponses sur la question. Ça, c'est une question quand même qui fait beaucoup réagir, celle des véhicules autonomes. Est-ce qu'on fait vraiment confiance à HAL 9000 pour... Non, ça va être une question loadée, ça, c'est pas vrai. C'est drôle. Êtes-vous prêt à faire l'essai d'un véhicule autonome? Pas du tout, moyennement ou tout à fait. On va prendre vos réponses. OK, on est rendu à 170. On peut fermer le vote. On va regarder vos réponses. Wow. Tout à fait prêt à 45 %. Et on a quand même des moyennements, on a quand même presque une égalité là, entre des gens qui branlent dans le manche, comme on dit, et des gens qui seraient prêts à y aller. Bien, on va avoir une réponse de quelqu'un qui s'y connaît. Est-ce que nos villes, Nicolas Saunier, c'est une bonne chose de les ouvrir à ces véhicules autonomes-là? Alors la réponse, comme tout académique, ça va être oui, mais c'est plus compliqué. Mais il y a des bonnes raisons d'aller vers les véhicules autonomes. Je vais en lister 3. La première, moi je m'intéresse beaucoup à la sécurité routière. Et c'est la raison principale en fait. On va regarder la suite, mais quand aujourd'hui on regarde nos systèmes de transport, ils ne sont pas durables pour plein de raisons, et entre autres à cause des accidents de la route. On a des centaines de morts tous les ans sur les routes au Québec, des milliers au Canada, des millions, 1,2 million environ dans le monde. Donc le sondage qu'on avait au début, là, ça joue sur cette peur-là un petit peu. Est-ce que ça va être sécuritaire ? Mais c'est pas sécuritaire actuellement. Votre auto, vous allez sortir là et peut-être vous allez vous faire écraser. Je vous le souhaite pas. Là. Mais vous allez peut-être. Il y a peut-être l'un d'entre nous. Actuellement, en ce moment, il y a quelqu'un qui se fait écraser. Il y a des piétons qui se font écraser dans le monde pour aucune bonne raison. Et on a un public qui rit là. Je vous signale. Donc, on a une possibilité d'aller résoudre. Peut-être complètement ce problème de santé publique. Ça, c'est la première raison. Il y a d'autres raisons, de très bonnes raisons, comme ouvrir des possibilités de mobilité à des gens qui ne les ont pas aujourd'hui, des gens qui ne peuvent pas conduire, et dans des endroits qui ne sont pas forcément desservis par d'autres systèmes de transport. On pourrait vraiment ouvrir les opportunités, la vie d'opportunités sociales à ces gens-là. Dernière raison, une dernière très très bonne raison, c'est que un petit peu, je ne sais pas si c'est ce que va dire Catherine à ce sujet-là, mais quand on regarde aujourd'hui une autoroute qu'on dirait à capacité, elle est vide. Okay, vous prenez une photo du ciel, eh bien, vous aurez quelque chose comme 14% de sa surface qui est occupée par des autos. Le reste, c'est vide. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des véhicules autonomes qui réagissent plus vite? On va pouvoir en mettre plus des autos sur les mêmes routes. Donc,
C'est un gain, je le qualifie ça comme un gain, un bien sans autre sens indéniable, parce qu'on n'a pas besoin de construire d'autres routes pour servir la même demande ou servir plus de demandes. Donc, d'une certaine façon, la congestion pourrait baisser avec ces véhicules. Et jusqu'à combien de véhicules on pourrait rajouter? Par exemple, on prend les mêmes autoroutes, on enlève tous les conducteurs, on met des intelligences artificielles, on en rajoute combien? C'est dur à dire. C'est dur à dire. Sur autoroute, on pourrait peut-être en mettre 2 fois plus. Là, mais bon, ils vont peut-être être vides. Hein? Donc, on va transporter moins de gens. On va arriver là. On va arriver là. C'est très complexe quand on a un mélange. Ça, c'est une des questions qui reste ouverte. Qu'est-ce qui va se passer si j'ai un mélange d'auto sans conducteur et d'auto avec des conducteurs? Mais l'autre question, et on peut monter peut-être la deuxième diapo, c'est que quand quelque chose devient plus facile, un véhicule autonome, ça va rendre la conduite plus agréable. On pourra faire autre chose au lieu de conduire. Et qu'est-ce qui se passe quand on a quelque chose qui est plus facile, peut-être moins coûteux? On a tendance à en consommer plus. Donc il y a des risques qu'on surutilise et qu'on refasse un petit peu certaines erreurs qu'on a fait dans le passé, à trop utiliser, à donner trop de place à ces véhicules. Alors, ce que je vous montre ici, là, c'est un petit peu, donc, c'est des scénarios possibles sur 2 dimensions. Vous avez la dimension verticale qui est l'automatisation et la dimension horizontale qui est le partage. Okay, et aujourd'hui, on est dans les 2 cadrans inférieurs. Donc, on a peu ou pas d'automatisation. Okay, on conduit essentiellement manuellement. Et c'est pour ça que j'ai représenté une vieille auto modèle T. Parce que fondamentalement, votre auto aujourd'hui, d'un point de vue fonctionnel pour le système de transport, c'est la même chose qu'une auto d'il y a 100 ans. Oui, elle est plus confortable. C'est incroyable. Elle est plus mais elle est plus confortable, mais vous devez toujours conduire. De point de vue de fonctionnalité de ce que vous pouvez faire en vous déplaçant, vous ne pouvez pas faire plus de choses. Vous devez regarder la route devant vous. Okay, bon. On a une première évolution qui se passe déjà actuellement, c'est le partage. Donc ça, c'est le deuxième cadran. Et on a des offres, on va en reparler aussi, là, de possibilités donc, de partager un même véhicule. C'est une bonne chose. La question, c'est quand on va passer en mode automatisé, dans quel monde on va choisir, dans quel monde on va vivre? Est-ce qu'on va être dans le monde où chacun va simplement remplacer nos autos actuelles et avec le même nombre de personnes actuelles et nos autos qui sont en général vides? Est-ce qu'on va simplement être comme la dame ici, là, un petit peu mal pris, là, essayer de lire ses rapports pendant que l'auto nous conduit au travail? Ou est-ce qu'on va aller vers quelque chose d'une automatisation partagée, des flottes de véhicules qui sont ouverts, qui sont comme un peu un Uber 2.0, comme une auto 2.0, des flottes de taxis, de robots taxis qu'on va commander avec une application et qui vont ensuite aller servir quelqu'un d'autre. Parce que l'un des grands risques, c'est le risque des véhicules zombies. Pardon? Des véhicules zombies. Les zombies. Vous en avez peur des zombies? Bon. Les véhicules zombies, c'est des véhicules, parce que l'auto se conduit toute seule, elle peut se conduire avec 0 passager. Aujourd'hui, quand on regarde le nombre moyen d'usagers par véhicule, c'est toujours au moins 1. On s'entend. Mais dans le futur, ça pourrait être en dessous de 1. Puisqu'on va avoir des 0 dans notre moyenne. C'est le retour de Carrie. Oui, c'est le retour ou de Kit. Je préfère Kit. Mais, donc c'est ce risque-là, et on ne veut pas qu'il y ait trop... Il en faut de ces autos-là, parce qu'il va falloir aller chercher le prochain usager, même dans un mode partagé, mais il n'en faut pas trop. Rapidement, une dernière question avant qu'on passe à Hubert. Est-ce que ces modes de transport-là mettent en danger des transports en commun? Parce que ça pourrait venir en collision frontale là, avec ce qu'on développe, le REM, les lignes roses, jaunes, je ne sais plus, là... Oui, effectivement. Ça ne devrait pas concurrencer directement les modes massifs comme du métro. Il n'y a rien qui peut concurrencer ça. C'est une très mauvaise idée de se dire il n'y a plus besoin d'investir dans du transport en commun et on va tous aller dans notre auto autonome tout seul. Ça ne marchera pas. Okay, même si on augmente, si nos routes, on peut en mettre plus d'autos, ça ne va pas servir tout le monde. Puis ce n'est pas non plus souhaitable pour d'autres raisons, l'activité physique, etc. Mais par contre, les autres modes, le bus, qu'est-ce que va être le bus du futur? Il va fusionner, il va y avoir des navettes de différentes tailles qui vont faire du service de différents types. On va toujours avoir des axes, des corridors importants, mais il y a un mot-clé, le dernier mille, aller rabattre le monde et faire une offre à la demande. C'est ça que offrent ces véhicules, intégrés dans une offre de transport en commun. Très intéressant, très intéressant. Merci beaucoup pour ce petit cours accéléré de futurologie des transports. On va terminer avec Hubert Verreault, mais juste avant, une question. Utilisez-vous votre téléphone intelligent? On va retourner à la télécommande. Pour faciliter vos déplacements. Jamais, rarement, souvent ou très souvent. Vos réponses. Alors, je crois qu'on peut fermer le vote et on va voir si vous utilisez vos téléphones très souvent
Alors, on a des gens qui fonctionnent encore de la bonne vieille manière. Alors, on regarde les écriteaux quand on prend l'autobus. Donc, il y a 10 % de gens qui le font. Et on parle de ces questions-là avec Hubert Véraud, qui est associé de recherche et chargé de cours au département des génies civils, géologiques et des mines. Bonsoir, Hubert. Bonjour. Hubert, dans quelle mesure nos téléphones nous ont aidés à mieux nous déplacer? Bon, on va enlever les 10 % là, des gens qui n'ont pas besoin, sont plus intelligents que nous autres. Comment ces téléphones-là peuvent nous aider à mieux se déplacer? Bien, ils nous aident déjà à avoir des résultats. J'ajouterais aussi pratiquement une autre question. En fait, en voyant les résultats, est-ce qu'on est rendu dépendant de nos téléphones intelligents pour faire nos déplacements? Et là là. C'est un peu ma finale, je voudrais dire. Ah, mais je la devance vu les Désolé. résultats, ça n'est pas grave. Donc, on vous l'avait pas demandé. C'est pas une question piège, Jean-François. Tout à fait. Quelques chiffres pour commencer. Il faut savoir qu'au Québec, selon le CEFRIO, en 2016, il y avait environ 60 % de la population qui avait un téléphone intelligent. Dans la salle, ça semble être beaucoup plus que ça. C'est tout à fait normal. Vous êtes pas beaucoup de personnes à la retraite âgées, donc bien entendu, ça a une influence. Chez les 20 à 35 ans, on monte plutôt environ vers 90 % Donc, bien entendu, ça a un impact sur les résultats qu'on peut voir. Donc, est-ce que, dans quelle mesure le téléphone peut-il nous aider? Je dois avouer en partant que je n'ai pas d'acétate supplémentaire. De toute façon, vous devez être tous en train de regarder votre téléphone intelligent, donc ça n'a pas trop d'importance. Donc, comment ça peut nous aider? Premièrement, c'est de l'information qu'on peut avoir. Puis ça, vous êtes tous déjà au courant. Donc, la première information qu'on peut avoir avec le téléphone intelligent, c'est la localisation. Donc, on est capable de savoir n'importe quand on est où. On se situe où, on veut s'en aller où. D'un autre côté, ça a une contrepartie et on ne pratique plus vraiment notre sens d'orientation. Donc, je reviens à la notion de dépendance qu'on avait tout à l'heure. Ça permet d'avoir d'autres informations au niveau des horaires, au niveau de la disponibilité de différents services, Bixi, autopartage, etc. Ça nous permet aussi de savoir d'avance un peu les paramètres, donc de coût, de temps de parcours, donc des caractéristiques de nos déplacements. De l'autre côté, nos téléphones intelligents, bien, on a accès au web, bien entendu, donc au calculateur de chemin. Vous connaissez tous Google Maps. Il y en a plusieurs autres qui sont disponibles, qui nous permettent d'avoir des itinéraires, de pouvoir évaluer les différents itinéraires. Donc, ça nous permet, comme je le disais tout à l'heure, de savoir d'avance donc les coûts, les différents bus ou les différents modes de transport qu'on peut utiliser. Et par la suite, ça nous permet aussi de connaître un petit peu plus l'ensemble des alternatives possibles pour faire un déplacement. Et ça, ce n'est pas nécessairement de quoi qu'on sait a priori. Donc, combien on a d'alternatives possibles pour faire un déplacement vers le travail le matin. Souvent, on évalue une ou deux alternatives, fort possiblement, et c'est peut-être même au niveau du même mode de transport, mais il y en a plusieurs autres qui sont disponibles. Et ça, c'est un élément qu'on ne connaît pas assez, mais que les téléphones intelligents nous permettent de connaître un petit peu plus, je dirais. Et quand on fait la modélisation et on essaie de prédire le mode de transport, souvent on utilise des modèles de choix modaux, et une des hypothèses lourdes qu'on a à ce niveau-là, c'est qu'on suppose que les utilisateurs connaissent l'ensemble des alternatives disponibles, donc pour leur déplacement. Et bien entendu, on sait que ce n'est pas vrai. On peut penser que ça l'est de plus en plus. Et peut-être qu'à un certain moment, le téléphone va pouvoir nous dire le matin, mais voici l'ensemble des alternatives possibles pour faire votre déplacement. Donc, on va avoir une connaissance accrue de ce qu'on peut faire pour nous déplacer. Ça nous donne aussi de la flexibilité, donc on a de l'information en temps réel, et ça, vous êtes conscient de tout ça, donc il peut y avoir des pannes dans le métro, on peut savoir l'information, on peut calculer un nouveau chemin, la même chose sur les autoroutes, donc il y a un accident, notre téléphone va nous proposer un nouveau chemin qui permet de passer avec un détour, mais de passer outre l'accident en question. Donc, c'est une information en temps réel, ça aussi, donc ça complète un peu toute l'information qu'on peut avoir. De l'autre côté, c'est une approche très utilisateur, je dirais. On a une approche aussi au niveau planificateur. Ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc, au niveau de l'utilisateur, il y a une approche qui est aussi personnalisée par rapport au téléphone. Donc, on a de l'information par rapport à l'utilisateur.
Donc, on peut personnaliser le service, une approche qui est un petit peu plus client, bien entendu. On peut avoir une évaluation en direct du service qui est offert. Si on prend le taxi, on peut noter notre course à la fin. Donc, on peut mettre des notes, des évaluations, des commentaires. Donc, ça aussi, c'est une information qui est intéressante par la suite, qui peut être utilisée par les différents fournisseurs de services. Et finalement, ce que le téléphone nous permet d'avoir aussi, c'est une centralisation de l'ensemble des outils de mobilité. On parle souvent de cocktail de transport là, qui complète l'ensemble des modes ou des alternatives qu'on peut avoir. Mais le téléphone nous permet de centraliser cette information-là à la même place. Donc, pour l'utilisateur, c'est un énorme avantage. Donc, ça permet de centraliser, comme je disais, les différentes alternatives. Ça nous permet aussi de centraliser peut-être, et dans le futur, ça commence à arriver, le mode de paiement. Et ça aussi, c'est un très gros avantage. Donc, au niveau du téléphone, où on va tout simplement charger avec le téléphone. Oui. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, alors peut-être revenir avec votre finale, qu'on sait déjà, mais qu'on a déjà oublié. Bien, finalement, en fait, comme je le disais, est-ce qu'on est dépendant de la mobilité? Fort probablement que oui. Le téléphone, oui. Et ça ne va pas changer, je crois, dans les prochaines années. Ouais. Ça, c'est clair. Ouais. Je vais faire un commentaire à cet égard. Allez-y, Catherine. McLuhan avait parlé des prolongements technologiques de l'homme. Et quand la roue est arrivée, on a désappris à marcher. On le constate encore avec les gens qui prennent leur voiture pour faire des très courtes distances. Il y a peut-être un risque aussi à cet égard qu'on perde notre capacité à savoir on est où et quel trajet prendre sans avoir ceci. Donc là, ça prend beaucoup de batterie en plus. Oui. Et il y a peut-être des enjeux de batterie encore dont on va parler après. Là. Et des vieux chauffeurs de taxi à Londres vont vous dire qu'ils sont bien meilleurs que n'importe quel Waze algorithme d'Uber ou autre pour se déplacer. Très intéressant. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Philippe Tanguy, Nicolas Saunier, Hubert Véraud. Merci beaucoup. Non, mais écoute, la quantité de contenu, ça fait même pas une demi-heure, là, puis je veux dire, c'est quand même fabuleux ce qu'on a réussi à passer. Merci beaucoup à nos 3 premiers panélistes. Et donc,